Histoire 1. Suis-je la méchante pour avoir demandé à mon mari d'arrêter de financer le train de vie de ma belle-mère et de ma belle-sœur? Mon mari, 38 ans, et moi, 36 ans, sommes mariés depuis 6 ans. Mon salaire a toujours été 2 fois plus élevé que le sien, donc j'ai pris en charge la plupart des dépenses du ménage, comme le loyer, l'assurance et les factures, tandis qu'il s'occupait des courses. Cela fait plusieurs années que je lui demande d'avoir un enfant et d'acheter une maison, mais il trouve toujours des excuses, disant que nous n'avons pas assez d'argent pour l'un ou l'autre. J'ai donc économisé autant que possible et travaillé plus dur pour gagner davantage. Récemment, j'ai découvert qu'il achetait une maison pour sa sœur, 36 ans, célibataire, et qu'il payait l'hypothèque depuis quelques années. En plus de cela, il finance leur mode de vie et leur voyage, alors que sa sœur a un bon salaire et travaille. Je me sens blessée parce qu'il m'a menti sur notre situation financière. Il m'a fait croire qu'il ne pouvait pas nous aider à construire une vie ensemble, alors que je gérais tout, nos dépenses, nos voyages et même nos économies pour une future maison. Je lui ai demandé d'arrêter d'envoyer de l'argent à sa sœur, mais il refuse d'arrêter de payer l'hypothèque. Que devrais-je faire? Eddie, nous avons eu une énorme dispute lorsque j'ai découvert par hasard qu'il gagnait bien plus que ce qu'il m'avait dit. J'ai même demandé le divorce. Il s'est mis à pleurer et m'a dit qu'il avait honte de me dire la vérité. Apparemment, son père n'a jamais eu d'argent et ils n'ont jamais possédé de maison. Il voulait acheter une maison pour sa mère. Sa sœur a contracté le prêt immobilier, donc la maison est à son nom, bien qu'il en paie l'hypothèque. Je ne comprends pas pourquoi il a trouvé cela si honteux au point de me le cacher, alors que je suis sa femme. Il m'a dit qu'il allait commencer à économiser pour notre future maison, mais il insiste pour continuer à payer l'hypothèque parce qu'il ne veut pas imposer cette charge à sa sœur. D'ailleurs, sa sœur, 36 ans, n'est pas mariée et vit avec ma belle-mère dans la maison qu'il a achetée. Nous avons des comptes séparés, donc il lui était facile de me mentir sur son salaire et sur sa contribution financière. Histoire 2. Suis-je la méchante pour avoir explosé contre mes amies après qu'elles ont insinué que mon mari était un prédateur? J'ai 27 ans, F, et mon mari 29 ans, M. Nous sommes ensemble depuis 10 ans et mariés depuis 6. C'est l'amour de ma vie. Quand nous nous sommes mis ensemble, il a emménagé chez moi et ma famille, car à l'époque je vivais avec mes parents dans une ville très chère. J'ai 3 jeunes frères et sœurs, une sœur de 16 ans, un frère de 14 ans et une autre sœur de 12 ans. Pour leurs 14 ans, j'ai toujours dit que je les emmènerais en voyage. Nous avons emmené ma sœur pour son 14e anniversaire, et à la fin du mois, nous partirons avec mon petit frère. Mon mari et mon frère s'entendent mieux que quiconque. Aucun d'eux n'a de frère, mon mari a une sœur, et mon frère est le seul garçon parmi nous 6, alors ils se rapprochent naturellement, et c'est incroyablement touchant à voir. On dirait qu'ils étaient faits pour être frères. Hier soir, je traînais avec quelques amis et je parlais de notre voyage à venir avec mon frère. J'ai plaisanté en disant que j'allais être la 3e roue du carrosse pendant tout le séjour, car ils s'entendent si bien. Quelques-unes ont ri, mais l'une d'elles m'a lancé un regard étrange. Elle m'a dit que ça sonnait bizarre et inapproprié que mon mari accorde plus d'attention à mon frère qu'à moi. J'ai répondu que ce n'était pas du tout comme ça, qu'ils s'entendaient juste bien et que c'était une blague. Cette amie a ensuite affirmé que c'était déplacé qu'un homme de presque 30 ans soit aussi proche d'un mineur, et qu'elle ne serait pas surprise que ce soit une situation de manipulation dont je ne me rendais pas compte. J'ai complètement pété un câble, pas de mensonge. J'ai crié en lui demandant comment elle osait insinuer une chose pareille sur mon mari, qu'elle connaît et avec qui elle s'entend bien. Je lui ai dit que c'était elle la perverse si elle voyait quelque chose de malsain dans le fait qu'un garçon qui a grandi sans frère se lie d'amitié avec un autre garçon dans la même situation. Je suis partie immédiatement et rentrée chez moi. Depuis, notre groupe de discussion est en feu. Certaines prennent son parti en disant que c'est un peu bizarre, tandis que d'autres estiment qu'elle a complètement dépassé les bornes et devrait se calmer. Je n'en ai pas parlé à mon mari parce que je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise, mais maintenant, je commence à culpabiliser sur la manière dont j'ai réagi. Peut-être que j'ai exagéré et que j'aurais dû simplement partir. Mise à jour, je lui en ai finalement parlé parce que je voulais qu'il sache pourquoi j'étais en colère toute la journée et l'entendre de ma bouche au cas où cela prenne plus d'ampleur. Il était évidemment blessé. Je lui ai assuré qu'il n'avait rien fait de mal et que c'était elle qui avait l'esprit tordu. J'ai ensuite envoyé un message dans le groupe et bloqué tous ceux qui essayaient de défendre son point de vue. Je refuse de laisser une abrutie détruire une belle amitié entre 2 âmes fraternelles. Histoire 3. Suis-je la méchante pour avoir repris le contrôle de mon 40e anniversaire après que mon mari a choisi le Super Bowl plutôt que moi? TL, DR. Mon 40e anniversaire tombe le jour du Super Bowl.
Je voulais une petite célébration intime avec mon mari, mais il a insisté pour regarder le match. Je déteste le football. Il a tellement insisté que j'ai fini par céder. Maintenant, j'ai réservé un week-end au ski avec mon meilleur ami à la place, et mon mari est furieux parce qu'il avait fait d'autres plans pour nous. Suis-je en tort d'avoir privilégié mon propre bonheur après m'être senti mise de côté pour un match de football? Mon 40e anniversaire tombe ce dimanche, le jour du Super Bowl. Tout ce que je voulais, c'était un week-end romantique et tranquille avec mon mari. Je suis organisatrice d'événements, donc j'aime prévoir les choses à l'avance. Je lui ai dit il y a des semaines que je voulais que nous partions. Il semblait d'accord au départ, mais ensuite, le Super Bowl est arrivé. C'est un énorme fan de football. Il regarde tous les matchs, chaque année. Pour son anniversaire, il y a quelques années, je lui ai même offert des billets pour le Super Bowl à Miami. Alors, quand j'ai mentionné mes projets d'anniversaire, il a immédiatement changé de sujet. On doit regarder le Super Bowl ensemble. Je ne déteste pas le football, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Ce n'est tout simplement pas mon truc. Il le sait. J'avais en tête une célébration totalement différente. Mais il a tellement insisté, comme si je voulais lui enlever un droit fondamental. Franchement, j'ai eu l'impression que le Super Bowl comptait plus pour lui que mon 40e anniversaire. J'ai fini par lui dire « D'accord, regardons ce fichu match ensemble ». Mais au fond, j'étais complètement dévastée. J'avais l'impression que mes envies, mes sentiments, ne comptaient pas du tout. Ce week-end, j'en ai parlé à mon meilleur ami, qui est gay, en lui disant à quel point j'étais encore contrariée. Il m'a totalement comprise. Il m'a rappelé que fêter ses 40 ans, c'est un événement important et que je méritais de célébrer comme je le voulais. Il m'a proposé un week-end au ski, exactement le genre de choses que je voulais faire avec mon mari. J'ai donc dit à mon meilleur ami de réserver, juste lui et moi. On va skier, se faire masser et passer un week-end fantastique, sans drame. Je rentre mardi. J'ai envoyé un message à mon mari pour le prévenir, et il a complètement explosé. Il me traite d'égoïste et dit que j'ai tout gâché. Il affirme qu'il avait déjà prévu des choses pour nous. Un dîner avec des amis samedi et un brunch avec mes parents dimanche. Il agit comme si j'étais la méchante de l'histoire. Première nouvelle. Je lui ai rappelé que je lui avais dit depuis des semaines ce que je voulais pour mon anniversaire, mais qu'il était tellement focalisé sur le Super Bowl qu'il a complètement ignoré mes sentiments. Je lui ai dit que je n'allais pas passer mon 40e anniversaire à faire ce qu'il voulait après qu'il ait balayé mes envies. J'ai même envoyé un message à mes parents pour les prévenir que je partais, et ils ont totalement validé mon choix. Ils m'ont juste dit « Amuse-toi bien. On se voit la semaine prochaine. » Maintenant, mon mari fait comme si j'étais la méchante. Mais honnêtement, je me suis sentie coincée. J'ai essayé de communiquer ce que je voulais, et on ne m'a pas écoutée. Alors, suis-je la méchante pour avoir repris les choses en main et célébré mon anniversaire comme je l'entendais? Ai-je tort de vouloir me sentir spéciale et aimée pour ce cap important, même si cela signifie manquer un stupide match de football? Mon meilleur ami vit dans un autre état et voyage beaucoup pour le travail, donc il ne savait pas que mon mari avait prévu quoi que ce soit. Il m'a simplement dit que, au final, je devrais faire ce qui me rend heureuse. Mise à jour. Mon mari avait bien prévu le brunch avec mes parents et avait réservé il y a 2 semaines dans mon restaurant préféré. Il voulait que ce soit une surprise. Le dîner était aussi censé être une surprise, dans le restaurant d'un ami. On a discuté, et son idée était de faire tout ça, puis de passer une soirée tranquille dimanche, commander à manger et regarder le Super Bowl à la maison. Mais il ne m'a rien dit de tout ça, et comme je suis une planificatrice, si je ne sais pas ce qui est prévu, je prends les choses en main. Pour ceux qui demandent, il est fan des Eagles. Mise à jour 2. On part officiellement au ski et mon mari vient avec moi. Il a vu ce post et on a tout mis à plat. On va regarder le match depuis le bar de la station. Moi, je vais fêter mon anniversaire en taillant des courbes parfaites sur la neige fraîche. Je suis une grande passionnée de ski, donc tout s'est arrangé. Et pour ceux qui veulent me critiquer, je lui ai offert des billets pour le Super Bowl en 2020 pour son anniversaire. Donc c'est juste retour des choses. Histoire 4. Suis-je la méchante pour avoir pris un rendez-vous chez le coiffeur sans que mon mari le sache? Mise à jour. Premier post. Mon mari Joe, 30 ans, et moi, 28 ans, sommes ensemble depuis 7 ans et mariés depuis 3 ans. Joe et moi sommes normalement très amoureux et nous n'avons jamais eu de problème dans notre relation. Jusqu'à hier. Depuis un mois, je parle sans arrêt de me faire couper les cheveux chez le coiffeur du quartier. Je lui en ai parlé plusieurs fois, mais il avait toujours le nez dans son téléphone.
C'est une habitude qu'il a prise ces derniers temps. Je lui ai demandé si un carré m'irait bien, ou si je devrais juste couper un peu ou même changer de couleur. Il hochait simplement la tête ou disait « c'est ton choix », sans même lever les yeux de son écran. Vendredi, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et je l'ai prévenu. Il a hoché la tête et dit « bien », toujours absorbé par son téléphone. Ce genre de problème n'existait pas avant. Mon rendez-vous était hier, lundi. Je me suis préparée, j'ai dit au revoir à Joe et il m'a répondu « bye, faites attention », sans me demander où j'allais. Mais je me suis dit qu'il savait, puisque je lui en avais parlé vendredi. J'arrive chez le coiffeur, je coupe un peu mes cheveux et ajoute des mèches blondes. J'adore mon nouveau look et j'ai hâte de le montrer à mon mari. Quand je rentre à la maison, Joe lève enfin les yeux de son téléphone et explose de colère en voyant ma coupe. Il hurle « Pourquoi tu as changé tes cheveux? Ça t'a coûté combien? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'étais choquée et j'ai répondu calmement « Mais je t'ai dit vendredi que j'avais rendez-vous aujourd'hui. Je l'ai même mentionné il y a un mois. Mais tu es tellement obsédé par ton téléphone que tu ne fais même plus attention à moi. » Je regrette cette dernière phrase, car il s'est encore plus énervé, a fait ses valises et est parti chez sa mère. Ai-je réagi de manière excessive? Ai-je mal fait en ne lui disant pas de façon plus directe? Mise à jour 1. Merci pour tout votre soutien. J'ai été stressée ces derniers temps, surtout après avoir reçu des commentaires insinuant que Joe pourrait me tromper. Je ne sais plus quoi penser. Quelques infos. Joe travaille à l'hôpital local. Il est généralement très occupé, mais il trouve toujours du temps pour moi et m'invite souvent à sortir. Nous n'avons pas d'enfants. Nous avons quelques amis en commun, principalement des hommes, mais rien d'inquiétant. Il a peu d'amis proches. J'ai les mots de passe de tous ses appareils, mais je n'ai jamais ressenti le besoin de les vérifier. Je sais qu'il est chez sa mère grâce à sa localisation, et il n'a pas bougé depuis. Il m'a envoyé un message aujourd'hui pour s'excuser de sa réaction et m'a dit qu'il adore ma nouvelle coupe, mais qu'il a été perturbé parce qu'il pensait que je ne lui avais pas dit. On a discuté au téléphone et il comprend mieux mon point de vue. Pourtant, il refuse toujours de rentrer à la maison. Je commence à soupçonner qu'il me trompe. Je vais vérifier son ordinateur ce soir. Je sais que c'est une atteinte à sa vie privée, mais j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je vous tiens au courant dès que possible. Merci encore pour votre patience. Je ne suis pas anglophone et j'ai une dyslexie, alors merci pour votre compréhension. Mise à jour 2. Salut tout le monde. Désolé pour l'attente de cette deuxième mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées, et je n'ai pas dormi de la nuit. Je cherche actuellement un nouvel appartement et j'emmène notre chat, Fanry. J'ai fouillé son ordinateur pendant qu'il était absent, il n'est toujours pas rentré, et j'ai trouvé des messages entre lui et ma meilleure amie, Anna, 27 ans. Je suis anéantie. Anna et moi sommes meilleures amies depuis notre naissance. Elle était ma confidente, mon roc, la personne à qui je racontais tout. Et apparemment, Joe et Anna ont une relation depuis un mois. C'est pour ça que Joe était toujours scotché à son téléphone. Je n'avais aucun doute avant de poster sur Reddit. Maintenant, tout s'éclaire. Tous ces soi-disant horaires tardifs à l'hôpital. Et le pire? Joe est toujours chez sa mère parce qu'il invite Anna là-bas quand sa mère est absente. J'ai vu les messages récents où il lui dit de venir. Il pense être malin en supprimant les conversations sur son téléphone, mais il a oublié qu'elles restent sur son ordinateur. Maintenant que j'ai la vérité en pleine face, j'ai ouvert un compte bancaire à mon nom, nous en avions un commun. J'ai presque fini de déménager mes affaires, et mon cousin m'aide à trouver un appartement. Financièrement, je suis totalement capable de vivre seule. À vrai dire, Joe dépensait mon argent pour des trucs inutiles, donc c'est même un avantage pour moi. J'ai aussi contacté un avocat spécialisé en divorce. Peu importe ce que les gens diront, je ne pourrai jamais rester mariée à Joe après ça. Je traverse la pire épreuve de ma vie, mais heureusement, j'ai des amis formidables à mes côtés. Joe ne sait pas encore que je suis au courant. Il ne le saura que lorsqu'il rentrera à la maison. Et verra que j'ai disparu, avec tous mes meubles, notre chat, et peut-être des paillettes partout. Oui, j'ai vu une vidéo où quelqu'un faisait ça, et c'était hilarant. En plus, ça me défoulera un peu. Une fois qu'il sera rentré, je le bloquerai ainsi qu'Anna. Toute communication passera par mon avocat. Tout est allé beaucoup plus vite que prévu et je suis réveillée depuis 30 heures pour tout régler aussi vite que possible. Écrire sur Reddit m'a finalement plus aidé que je ne l'aurais cru. Merci à vous, même pour les remarques dures mais honnêtes. Je suis heureuse de connaître enfin la vérité. Histoire 5.
Suis-je le méchant pour vouloir divorcer de ma femme, F33, après qu'elle ait couché avec au moins 2 hommes? Nous sommes ensemble depuis plus de 10 ans maintenant. Mais nous avons des problèmes depuis quelques années. Elle n'a pas une bonne relation avec ma famille, ce qui, de mon point de vue, est principalement de sa faute. J'aurais pu mieux gérer certains conflits mineurs, mais elle est adulte et il n'était pas nécessaire d'en faire toute une histoire comme elle l'a fait plusieurs fois. Nous avons également eu des problèmes au lit, en grande partie parce qu'elle est une victime de viol. L'agression a eu lieu quelques années avant notre rencontre, elle me l'a dit relativement tôt dans notre relation, et j'ai fait de mon mieux pour respecter ses besoins en matière de sécurité, gérer ses angoisses, etc. J'ai toujours fait en sorte qu'elle soit à l'aise, qu'elle ne se sente pas sous pression et comprenne les choses lentement. Je ne mets jamais la pression à qui que ce soit, mais dans ce cas, j'ai toujours fait encore plus attention. Malgré cela, ce n'était pas facile. Elle m'a parfois abusé émotionnellement, m'insultant si je ne performais pas ou si je n'avais pas envie de faire l'amour. Elle le prenait toujours très personnellement lorsque, par exemple, j'étais trop fatiguée. J'ai aussi remarqué qu'elle cherche souvent la validation des hommes, ce qui est assez facile pour elle puisqu'elle travaille dans un domaine très masculin. Il y a eu quelques cas où elle a donné son numéro à des inconnus dans le train. Elle précisait toujours qu'elle était en couple, mais elle le donnait quand même au lieu de dire non. Je pense que cela vient de sa relation compliquée avec son père, mais je ne suis pas psychologue. J'étais inexpérimentée et je ne voulais pas paraître possessif ou contrôlant, alors je n'ai pas abordé le sujet. Cela n'arrivait pas si souvent que je le considère comme un problème sérieux. Mon erreur. Les problèmes de couple ont continué à s'accumuler et nous ne parvenions pas à les résoudre. J'excusais ses comportements blessants, les insultes, les menaces de rupture, les crises de colère, en raison de son traumatisme. Mais au fil des années, cela m'a usé au point que j'ai sombré dans la dépression sans même m'en rendre compte. Je pensais juste être épuisée, surtout que nous étions en train de construire notre maison, d'acheter un terrain, de sécuriser un prêt immobilier. Je travaillais d'arrache-pied pour tout gérer. Pendant cette période, elle se plaignait parfois du fait qu'on ne se câlinait pas ou qu'on ne faisait pas assez l'amour. Mais pour moi, c'était devenu une corvée, car elle n'avait jamais réellement travaillé sur son traumatisme avec un professionnel. J'essayais, mais je ne pouvais pas tout résoudre seule. Après quelques mois comme ça, elle a commencé à envoyer des messages 24h24 à un collègue, à se promener avec lui et à passer des appels Teams au travail. Après quelques semaines, j'ai osé lui dire que cette situation me mettait très mal à l'aise. Elle a piqué une crise, m'accusant d'être possessif et insécure, et que je n'avais rien à craindre, qu'ils étaient juste amis. La phrase classique. Ça a continué pendant un moment. Ma dépression empirait de jour en jour et nous nous disputions sans arrêt à cause de ça. Finalement, elle a commencé à me mettre la pression pour qu'on ouvre notre mariage, car elle voulait surmonter son traumatisme en couchant avec cet homme et que je n'avais rien à dire, car c'était son corps et sa santé. J'ai refusé encore et encore, mais elle a continué à me harceler pendant des mois jusqu'à ce que je cède. J'étais suicidaire et je voulais juste que la douleur s'arrête. J'aurais dû partir au lieu de seulement en parler. Après ça, la pression et les disputes ont diminué, et j'ai naïvement cru qu'elle ne l'avait pas fait, car ils avaient apparemment cessé de se parler et de se voir. Ils avaient juste appris à mieux cacher leur relation. Un peu plus tard, j'ai découvert qu'elle couchait avec lui régulièrement. J'étais anéantie, mais je n'ai pas pu partir. J'étais coincée et j'ai décidé de me concentrer sur notre déménagement dans notre nouvelle maison, à 8 heures de route de la ville où nous vivions. Je pensais que la distance avec son amant et un nouveau départ pourraient sauver notre mariage. Grosse erreur. Après le déménagement, c'était horrible. Elle était en manque de lui et me reprochait de ne pas la consoler. Elle passait des heures enfermée dans la chambre, refusant de me parler. Elle m'a dit que c'était mieux quand je n'étais pas à la maison et que pour elle, c'était fini. J'ai enfin compris et j'ai commencé à préparer ma sortie, contacter un avocat, chercher un appartement, etc. Entre-temps, elle a rencontré d'autres mecs dans notre nouvelle ville et a couché avec au moins l'un d'eux. C'était la goutte d'eau. Mon cœur a enfin rattrapé mon cerveau. Je lui ai dit que je ne voyais plus d'autre option que le divorce, que notre mariage était devenu un enfer, qu'il n'y avait plus de respect et que les derniers mois et années avaient été un cauchemar. Elle s'est mise à pleurer, en disant que j'étais l'homme de sa vie, que nous pouvions tout arranger, que nous avions prononcé des vœux de mariage, etc. Elle a dit qu'elle ne savait pas que cela me ferait autant de mal et qu'elle ne recommencerait jamais. Elle a reconnu avoir pris de mauvaises décisions, mais a aussi ajouté que je n'étais pas parfait non plus, et que c'était l'âge de baisser les bras. Elle m'a reproché de ne pas l'avoir soutenue quand j'étais en dépression, et a même justifié sa dernière infidélité en disant qu'elle l'avait fait par colère contre moi et que cela ne comptait pas pour elle.
Je ressens que plus elle parle, plus elle aggrave son cas et m'agace encore plus. Je lui ai donné tellement de chance. J'ai essayé de sauver notre mariage et elle me rejette la faute. Comme si mes erreurs de couple pouvaient justifier en quoi que ce soit ce qu'elle a fait. Alors, suis-je le salaud de vouloir partir au plus vite? Histoire 6. Suis-je la méchante pour avoir gardé un secret à mon mari? Mon mari, 37M, et moi, 35F, avons un ami commun, 30M, appelons-le Ray, que nous avons rencontré grâce à un loisir. Nous sommes tous devenus proches, au point que Ray s'est confié à chacun de nous, séparément, sur quelques mauvaises expériences qu'il a vécues lors de son déploiement. Étant moi-même une ancienne combattante, j'ai pu comprendre ce qu'il ressentait. Il nous a demandé, à mon mari et à moi, de ne le dire à personne, même pas à notre conjoint. J'ai compris sa demande et j'ai supposé qu'il ne voulait pas qu'on parle de ce qu'il a détruit mentalement dans son dos. Le lendemain, mon mari a tout révélé, et j'ai alors avoué que je savais aussi. Mon mari s'est mis en colère, m'accusant de lui avoir menti et de ne pas lui avoir dit. Je lui ai expliqué que ce n'était pas mon histoire à raconter, et que Ray ne voulait probablement pas qu'on parle de lui dans son dos. Alors, suis-je la méchante pour ne pas avoir dit à mon mari ce que notre ami nous a confié sur ses expériences de guerre? Histoire 7. Divorce. Suis-je la méchante? Salut Reddit, il y a quelques semaines, j'ai posté un message expliquant comment mon mari faisait des blagues sur mon poids et après des mois de réflexion, j'ai décidé que je voulais divorcer, pas seulement pour ça, mais pour bien plus de raisons. Laissez-moi vous expliquer pour que je puisse avoir des conseils à ce sujet. Nous sommes mariés depuis 6 ans. J'avais 21 ans et lui 31 quand nous nous sommes mariés. J'ai décidé de quitter le pays où nous nous sommes rencontrés, et 3 mois plus tard, il m'a rejoint. Nous vivons dans un pays européen, et je suis européenne. Nous avons décidé de nous marier pour simplifier les démarches administratives. 1 an après notre mariage, il a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau. Quand je vous dis que j'ai pris en charge chaque aspect de sa vie, je n'exagère pas. À l'époque, j'avais déjà pensé au divorce, mais je ne pouvais pas le quitter dans ces circonstances. Pendant tout ce temps, j'étais la seule à travailler, en plus de gérer tous ses rendez-vous médicaux, ses médicaments, etc. Après son rétablissement l'an dernier, je lui ai trouvé un emploi, et même aujourd'hui, je dois chercher des offres pour lui parce qu'il n'aime pas son travail actuel. Il ne parle pas la langue locale et pas très bien anglais non plus. Nous devons déménager d'ici fin avril, mais nous ne trouvons rien parce que son salaire est trop bas. De mon côté, je cumule 2 emplois pour économiser un peu d'argent. Tout ce qu'il veut, c'est fumer de l'herbe. Maintenant, il dit qu'il est fatigué, déprimé, qu'il ne sait pas ce qu'il veut et qu'il n'est pas heureux. Je ne veux pas être une garce, mais je ne le supporte plus. Quand j'essaie de lui parler pour savoir comment il se sent, il se braque. Quand je lui dis qu'il doit changer, qu'il devrait étudier quelque chose, il se met en colère et me demande. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi le problème? Et ce n'est pas nouveau. Il est comme ça depuis longtemps. Chaque fois que j'essaie de l'aider, il se fâche. Il m'a même dit qu'il était fatigué de vivre et qu'il ne voulait plus continuer. Pire encore, il a arrêté de prendre ses médicaments anti-épileptiques parce qu'il en a marre de vivre. J'ai peur que si nous nous séparons, il se suicide. Mais je ne peux pas être sa mère pour le reste de ma vie. C'est toujours moi qui cours après lui à travers la ville quand il fait une crise d'épilepsie. Et même en sachant ça, il s'en fiche complètement. L'autre jour, il a dit. Je crois que c'est moi qui te retiens. Et je pense qu'il a raison. J'ai 27 ans, et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est m'occuper de ma famille et de lui. Je veux être seule, mais je ne sais pas si je suis horrible de lui annoncer ça maintenant, alors qu'il est si déprimé, juste pour trouver un logement seul et qu'il puisse retourner dans son pays. Alors, suis-je la méchante? Histoire 8. Suis-je la méchante pour dire à mon mari qu'il doit payer le loyer? J'ai 26 ans, F, et mon mari, 26M, et moi avons récemment déménagé au Texas. Dès le départ, j'étais très opposée à ce déménagement pour 2 raisons. La ville où nous avons emménagé n'a aucun transport public disponible, et les emplois sont assez éloignés. Je ne sais pas conduire, ce détail est très important pour mon histoire. Avant de finalement déménager au Texas, j'ai eu une discussion très sérieuse avec mon mari pour lui faire part de toutes mes inquiétudes concernant ce déménagement. Mes plus grandes préoccupations étaient que je ne pourrais pas avoir de travail et que la ville qu'il a choisie pour nous n'a aucun moyen de transport public. Donc, non seulement il me serait difficile de me déplacer, mais je ne pourrais pas trouver d'emploi tant que je n'aurais pas appris à conduire. Je sais que beaucoup d'entre vous se demanderont pourquoi, à mon âge, je n'ai toujours pas mon permis de conduire. La raison est simple, je n'en ai jamais eu besoin.
Là où je vivais avant, les transports en commun étaient très accessibles, ce qui me facilitait énormément la vie. Je n'avais pas à m'inquiéter pour le vol de voiture ou pour trouver une place de parking à plusieurs rues de chez moi. Donc, mon mari était parfaitement au courant que je ne savais pas conduire. Il le sait depuis le jour où il m'a rencontré. Quand je lui ai exprimé mes craintes, il m'a rassuré en me disant de ne pas m'inquiéter. Il m'a promis qu'il pourrait assumer toutes nos dépenses, car notre loyer serait 50% moins cher que ce que nous payions avant, et que son salaire suffirait à nous faire vivre confortablement pendant qu'il m'apprendrait à conduire. Maintenant, quelques mois plus tard, je n'ai toujours pas appris à conduire, car nous n'avons qu'une seule voiture, et mon mari est soit trop fatigué après le travail, soit trop occupé à faire d'autres choses pour me donner des cours de conduite. En plus de ça, c'est moi qui paie le loyer et tous les frais du foyer avec les économies que j'avais mises de côté. Ce que je trouve totalement injuste, car je suis au chômage, alors que mon mari gagne bien sa vie et pourrait largement couvrir toutes nos dépenses comme il me l'avait promis. Depuis des mois, on a la même discussion en boucle. Je lui rappelle les promesses qu'il m'a faites avant notre déménagement. Qu'il m'apprendrait à conduire. Qu'il prendrait en charge nos dépenses, au moins pour le loyer, puisqu'il est le seul à travailler. Mais sa réponse est toujours la même. C'est ma faute de ne pas avoir de permis de conduire. Ce n'est pas juste que je lui demande de me donner de l'argent tout le temps et qu'ils doivent tout payer. Honnêtement, je trouve ça dingue qu'ils disent ça, parce que ce n'est même pas vrai. Je propose toujours de payer quand on sort. Il ne paie pas tout, au contraire. C'est moi qui paie le loyer, les courses et tout ce qui est nécessaire pour la maison. Depuis qu'on a emménagé ici, il ne m'a jamais donné d'argent pour quoi que ce soit. Alors, suis-je la méchante pour demander à mon mari de payer le loyer? Histoire 9. Suis-je la méchante pour ne pas avoir demandé l'avis de mon mari avant de poser comme modèle? J'ai toujours voulu essayer le modélisme de figure, poser pour un cours de dessin. C'est un de mes objectifs de vie. Plus précisément, le modélisme de figure nue. J'ai déjà exprimé ce souhait à mon mari par le passé. Je me souviens en avoir parlé même quand nous étions encore en couple. Récemment, une amie à moi a commencé à poser dans une école d'art locale. Elle a parlé de moi à l'instructeur, et celui-ci m'a directement contacté. J'étais très excitée, donc j'ai immédiatement accepté lorsqu'il m'a appelé. Hier soir, j'ai annoncé à mon mari que j'avais accepté la proposition. Il s'est mis en colère, car il pense que j'aurais dû en discuter avec lui avant d'accepter. Pour lui, il est inapproprié pour une personne mariée d'être nue devant quelqu'un d'autre que son conjoint, peu importe le contexte. J'essaie de rester impartial, donc je ne vais pas entrer dans plus de détails pour l'instant. Alors, suis-je la méchante pour avoir accepté un travail de modèle sans demander l'avis de mon mari? Histoire 10. Suis-je la méchante pour avoir soupiré en découvrant que mon mari n'avait pas nourri les enfants? Je vais commencer par un peu de contexte. La semaine dernière, mon mari a pris 3 jours de congé, plus le week-end, parce qu'il était malade. Le premier jour, il est resté assis toute la journée sur son téléphone. Le deuxième jour, il a dormi toute la journée. Le troisième jour, il a encore fait une sieste. Puis, le week-end entier, il n'a rien fait d'autre que regarder son téléphone. Pendant tout ce temps, j'ai continué ma routine quotidienne et je lui ai préparé chaque soir un bon dîner chaud et nutritif. Dimanche soir, j'ai commencé à me sentir congestionnée. Lundi, il est retourné au travail. Mon quotidien. Je ne travaille pas à l'extérieur, mais je suis femme au foyer, agricultrice, éducatrice à domicile et jardinière. Nous mangeons principalement ce que je cultive ou élève. En plus de cela, je gère les finances, les courses et toute l'organisation de la maison. Je me lève à 5 heures du matin et je ne m'assois généralement pas avant mon premier repas à 19 heures. Quand j'ai eu besoin d'aide. Lundi après-midi, j'étais épuisée, j'avais de la fièvre et je ne pouvais plus respirer. J'ai donc demandé à mon mari de passer chercher des pizzas à emporter et une salade. Je me suis dit qu'il pourrait gérer le fait de mettre une pizza au four pour le dîner. Mais il ne l'a pas fait. Lundi, j'ai quand même dû préparer le dîner. Mardi, pareil. Mercredi, j'étais à bout, parce que je n'avais eu aucun moment pour me reposer. Alors, j'ai pris les devants. J'ai préparé une grosse quantité de soupe taco, assez pour 2 dîners, afin de ne pas avoir à cuisiner le lendemain. La situation actuelle. Mon mari rentre à 15h30. Moi, je suis au lit, fiévreuse à 39,5 degrés Celsius. Je grelotte et ma tête explose. Il entre dans la chambre et me demande ce qu'il y a pour le dîner. Je lui réponds exactement. On va juste manger les restes ce soir.
Tout ce que tu as à faire c'est réchauffer la soupe taco pour les enfants. Sa réponse? Donc, encore la même chose qu'hier soir et qu'à midi. Moi. Non, les enfants ont mangé des sandwichs à midi. La croûte que tu as mangée sur le comptoir venait de leur déjeuner. Tu veux que je me lève tout de suite pour te préparer un repas frais? Il sort de la chambre. Je pense qu'il va nourrir les enfants, surtout qu'ils ont sport à 17h15 et qu'on mange d'habitude vers 16h30. À 16h15, je me lève pour éteindre la nourriture du chien sur le feu. Je vois mon mari assis sur son téléphone et je lui demande s'il a nourri les enfants. Sa réponse exacte. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je suis censé leur donner à manger? Je pensais qu'ils avaient déjà bouffé vu qu'il y avait des restes sur le comptoir. Je suis trop épuisée pour discuter, alors je soupire discrètement. Mais apparemment pas assez discrètement, car il explose de colère et cherche à se disputer. Honnêtement, je n'ai même pas retenu ce qu'il disait, j'étais juste frustrée. Je lui ai simplement répondu. Laisse tomber, je vais prendre une douche. Puis j'ai dit au revoir aux enfants et je me suis enfermée dans la chambre. Suis-je la méchante ici? J'estime qu'il aurait dû comprendre de lui-même qu'il fallait nourrir nos enfants. Je sais qu'ils auraient pu attendre après le sport, mais c'est très long sans manger avant un effort physique, et ce n'est pas notre habitude. Je suis épuisée. Est-ce que je réagis trop à cause de la maladie, ou est-ce que j'ai raison d'être énervée? Je voudrais juste un peu de repos, moi aussi. Histoire 11. État. 2 filles ivres et nues ont fait un fast-time avec mon mari. Un peu de contexte, j'ai retrouvé mon ancien iPhone que j'ai décidé de donner à ma nièce. Je l'ai rechargé après qu'il soit resté éteint pendant, ce que je pensais, plusieurs années. Dès qu'il s'est allumé et que j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture, sur la liste des notifications de la page d'accueil, j'ai vu un message d'un ami d'université de mon mari qui disait « Jenny et Lisa sont nues et ivres dans le jacuzzi et veulent te faire un fast-time. » Mon mari, qui était assis à côté de moi en train de regarder la télé à 22h30 un soir de semaine, a répondu « Je serai à la maison dans 20 minutes. » 20 minutes plus tard, il reçoit un appel FaceTime et dit « Pourquoi est-ce que Brad m'appelle en FaceTime ?» Je n'ai rencontré Brad et l'une de ces femmes qu'une seule fois, bien que nous soyons ensemble depuis plus de 20 ans, car nous ne vivons pas près d'eux. Brad n'arrêtait pas d'essayer d'appeler en FaceTime, alors j'ai dit à mon mari « Je vais aller prendre une douche, peut-être que tu devrais vérifier si tout va bien avec Brad. » Évidemment, je n'étais pas au courant de leur conversation par message à ce moment-là. Je suis donc partie, et j'ai entendu mon mari les appeler et aller dans une autre pièce pour faire le FaceTime. Il est resté en ligne pendant 2 heures. Je pouvais l'entendre parler, mais je n'y ai pas prêté attention et je n'ai pas entendu ce qui se disait. Revenons à moi, ouvrant mon ancien téléphone et voyant ce message 2 jours après les faits. Le jour où j'ai vu cela, mon mari est rentré à la maison et je lui ai dit « Regarde mon ancien téléphone. » Il l'a pris et a vu la même notification que moi, puis a regardé la conversation. Il a immédiatement dit « Quoi ?» sur un ton défensif. Je lui ai demandé s'il voulait dire quelque chose à ce sujet. Il a répondu « Non » et s'est demandé pourquoi ces messages étaient sur ce téléphone. Il avait dû s'y connecter avec son identifiant Apple à un moment donné. J'ai juste secoué la tête et je n'ai rien dit. Il n'arrêtait pas de répéter « Quoi ?» J'ai simplement dit que je n'allais pas en parler avec lui sur le moment. Je suis une personne très calme, lui, pas du tout. Nous avons continué notre soirée comme si de rien n'était, et je suis allée me coucher tôt parce que je devais me lever très tôt. Le lendemain, en rentrant du travail, nous avons dîné et tout semblait être revenu à la normale. Un peu plus tard, je lui ai dit que j'aimerais parler calmement des messages et du FaceTime. Bien sûr, il s'est mis en colère. Il m'a dit que personne n'était nu, que c'était une blague. Il a ajouté que Brad plaisante toujours comme ça. J'ai répondu que je ne connaissais pas Brad assez bien pour savoir cela, et que j'avais bien entendu les femmes faire du bruit pendant l'appel FaceTime. Il a admis qu'elles étaient ivres, mais pas nues. Je lui ai dit que je me sentais irrespectée par le fait qu'il ait lu un message disant « Faisons un FaceTime tout nu », puis menti en répondant « Je serai à la maison dans 20 minutes », probablement en supposant que j'irais prendre ma douche avant d'aller me coucher, ce qui était à peu près le cas. Et finalement, il les a rappelés dès que je suis partie me doucher. Maintenant, il est offensé que je puisse penser qu'il ferait une chose pareille. Bien sûr. C'est assez habituel. Il essaie toujours de me faire passer pour celle qui exagère, puis il devient la victime. C'est une constante dans notre mariage, tous les quelques mois. Il y a bien d'autres problèmes, notamment ce genre de situation où je suis manipulée et où il joue la victime.
Il ne s'excuse jamais. Je ne lui ai pas crié dessus, j'ai juste dit que c'était irrespectueux et que j'étais offensée. Maintenant, il ne veut plus me parler. État d'avoir abordé le sujet? Je ne pense pas. C'est tellement stupide. Il a 56 ans, visage aux yeux roulants.